Je m'appelle Jean-Philippe, je suis en reconversion professionnelle dans la restauration du patrimoine. En fait, j'ai toujours voulu être maçon et finalement, je suis arrivé à 46 ans, je ne l'avais jamais fait. C'est un peu une finalité, quoi. Il est des choses que l'on pense immuables, mais qui ne le sont pas. Comme la façon dont on construit les chemins, les murs ou les maisons. À partir du début du XXe siècle, l'industrialisation gagne le bâtiment et à la place du plâtre, de la chaux ou de la pierre, les maçons se mettent à utiliser le béton et le ciment qu'on leur promet moins cher et plus facile à mettre en œuvre. Dans le Verdon, la chaux était un matériau central pour le bâti traditionnel. Elle était utilisée en façade, en liant, en enduit, dans presque toutes les étapes de fabrication des maisons. Frédéric Rousseau, maçon du patrimoine, a voué sa vie professionnelle à la réhabiliter dans la rénovation du bâti ancien du territoire. Je suis issu d'une famille de maçons piémontais. Mon père utilisait le ciment, mon frère utilisait le ciment, donc j'ai voulu changer de voie. Quand je me suis aperçu que les matériaux qu'on utilisait, je dirais classiques, ne correspondaient pas à ce que moi je voyais pour le bâti ancien. Ben, en fait, le béton, le ciment est un matériau inerte, c'est un matériau froid qui ne permet pas au support mis en place, en l'occurrence des pierres, de respirer. Qui n'a aucun avantage dans le bâti ancien, ça c'est clair et net, quoi. À la rigueur, je le réserve pour les villas, pour les pavillons. Et pour le bâti ancien, il faut absolument de la chaux. C'est pratiquement le liant principal que l'on va retrouver sur le bâti ancien. Il faut savoir qu'ici, dans le pays du Verdon, on utilisait la pierre calcaire. Les anciens déjà savaient la reconnaître et savoir si elle était bonne ou pas. Et ici même, dans la colline, ils fabriquaient des fours à chaux, de forme comme ça, comme une outre en fait, dans lequel on faisait rentrer le bois, qui allait donc chauffer ces pierres. Il faut imaginer que c'était 7 jours de cuisson, jour et nuit. Une fois que ce caillou était cuit, on avait une espèce de caillou blanc qu'on appelle la chaux vive. Et on éteignait, on fabriquait de la chaux en pâte pour toute la durée donc, du chantier. Cette chaux, elle va, d'ailleurs elle est interdite ou quand elle est vendue dans des seaux hermétiques aujourd'hui, eh bien elle va commencer donc à s'éteindre. Et en s'éteignant, elle va chauffer. Et en chauffant, elle peut provoquer donc des brûlures. Maintenant, c'est fait en usine, donc l'extinction se fait à l'usine et on fabrique en fait des chaux en poudre. Il y a très peu d'artisans qui utilisent, ça a été utilisé jusque dans les années 50 et depuis, à part quelques uberlugus comme moi et d'autres, on n'utilise pas la chaux en France. Fabriquées depuis le 19e siècle, les chaux industrielles en poudre se divisent en toute une gamme de chaux, hydrauliques, aériennes et autres, adaptées à différents usages et supports. Donc là, on peut s'apercevoir que l'enduit a commencé à se décoller. Alors quand on dit maintenant que les gens aiment bien les murs en pierre apparente, en fait c'est une erreur, puisque là on peut constater que ce mur est enduit. Oui. Mais comme la pierre est lisse, l'enduit a commencé à se décoller de la pierre. On voit très bien les graviers qui apparaissent. C'est un corps d'enduit qu'on a ici. Un corps d'enduit, c'est la couche qui soutient la finition. On voit qu'il y a du gravier. Alors pourquoi du gravier à l'intérieur du mortier? C'était pour la simple et bonne raison, pour le rendre plus solide. Et effectivement, on s'aperçoit que l'enduit est encore en place, malgré des centaines d'années. Alors quand on s'est bien assuré que le corps d'enduit est bien fixé, on peut éventuellement repartir sur une couche de gobetis. Mon père m'a toujours dit qu'il appliquait un rasclé. À Marseille, on dit le rasclé. Donc en fait, le gobetis... Parce que tu te racles. Je pense que c'est pour ça, oui, il y a le mot raclé à l'intérieur, mais voilà. Voilà, donc je lève les impuretés qui sont à l'intérieur des joints, tu vois. Là, il faut y aller à grande eau, il faut vraiment aller au plus profond des joints. Si autrefois les anciens ne faisaient pas de gobetis, ils entretenaient très régulièrement l'enduit de leur maison. Aujourd'hui,
Pour s'assurer de la perspirance des murs et de la pérennité de l'enduit, il est recommandé de passer par cette étape. Cette couche va être constituée de sable et de chaux hydraulique. Le but du jeu, c'est de projeter un mortier très liquide et très riche en chaux qui va adhérer au mortier en place et surtout, ce qui est important, aux pierres en place. Parce que les pierres sont très lisses. Par contre, il n'y a aucun intrant, que ce soit des résines acryliques, qui justement bloquerait l'humidité à l'intérieur du mur et l'empêcherait de sortir. Toujours penser à utiliser des matériaux qui soient compatibles avec le matériau existant. On doit attendre une journée pour que l'enduit ait le temps de durcir, non pas de sécher entièrement, parce qu'il faut au contraire qu'il soit assez encore humide pour pouvoir être apte à recevoir après la seconde couche qui est le corps d'enduit. La deuxième étape après le gobetis, c'est le fameux corps d'enduit. En fait, le corps d'enduit va permettre de faire un support, je dirais un support qui va tenir dans le temps. On redresse le mur avec... On redresse le mur, alors avec la truelle, on peut le redresser avec une taloche. On fait un premier redressage à la truelle avec le champ de la truelle ici, comme ça. Le plat croisé, c'est-à-dire une fois horizontalement, une fois verticalement. Une fois qu'on a fait ça, il est préférable d'utiliser une taloche en bois pour éviter les remontées de l'étance dues à l'utilisation d'une taloche en PVC. Là, on est en train d'aplanir le support et d'y laisser des stries pour favoriser après la couche de finition. D'où l'importance de ne pas laisser un enduit trop lisse. La deuxième solution pour appliquer une couche de finition, c'est de rendre le support rugueux avec le champ de la truelle, comme ça. Voilà. Et on entend que la truelle, elle chante. Voilà. La troisième étape, c'est la finition. Il faut qu'entre les trois étapes, il y ait un temps de séchage. Généralement, on utilise un sable fin pour la finition. Voilà. La consistance est assez liquide, donc on va rajouter de l'eau pour le rendre liquide et favoriser après sa projection avec le balai. On utilisait le buis pour la simple et bonne raison, c'est que c'était une plante assez fréquente dans le Verdon. Les anciens allaient le cueillir pour faire les fameuses boules en bois clouté, des guines. Et ici, on s'en servait aussi dans le bâtiment pour faire les enduits de finition. On utilise le balai de genêt ici dans la région car il a de fortes propriétés de résistance lorsqu'on l'utilise en projection. Il est très filandreux. Le pourcentage de chaux utilisé est malheureusement encore très faible. Je me rends compte quand je me sers chez un marchand de matériaux, je suis pratiquement un des rares artisans à utiliser les palettes de chaux qui sont à disposition. Au niveau mise en œuvre, il n'y a pas une grosse différence avec le ciment. À mon avis, mon humble avis, c'est que c'est un manque de connaissances des artisans. Et l'avantage qu'ils auraient, c'est qu'ils auraient un meilleur travail, un meilleur rendu. Ils auraient aussi une meilleure qualité au niveau de la respiration du mur. C'est vraiment du patrimoine qu'il faut protéger, quoi. Prendre soin. Donc on est vraiment une restauration qui dure dans le temps, qui soit aussi intégrée avec l'environnement.